Le Collège des Bernardins est très heureux et honoré d'accueillir ce soir la 23e édition de ce cycle « Droit, liberté et foi » pour la deuxième séance qui se tient habituellement à la Maison du Barreau. Cette année, pour des questions techniques liées à la situation que nous traversons, eh bien, nous sommes de nouveau au Collège comme la semaine dernière, en espérant bien pouvoir retourner l'an prochain à la Maison du Barreau afin de poursuivre notre travail commun entre l'archevêché de Paris et le Barreau de Paris depuis bientôt 30 ans. La première conférence, la semaine dernière, s'était intéressée aux origines du droit naturel, un droit apparemment, pour certains, opposé au droit positif ou bien complémentaire, au contraire, comme nous l'avons vu. La seconde conférence, ce soir, sous forme de table ronde, nous invite à réfléchir à l'incidence de ce droit naturel ou de ces droits naturels sur la personne humaine et notre conception de la personne humaine. Je remercie encore une fois les partenaires de leur confiance renouvelée pour l'organisation de ce cycle, l'Ordre des avocats, la Maison du Barreau, l'École de formation du Barreau. Et je salue particulièrement Maître Edmond-Claude Fréty, membre du Conseil de l'Ordre, qui représente aujourd'hui Monsieur le bâtonnier et qui modérera cette soirée. Merci aussi à vous, Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris et président du Collège des Bernardins, de nous accueillir ce soir chez vous, dans cet auditorium même vide, mais connectés les uns aux autres grâce aux moyens techniques. Ce cycle de 2 conférences annuelles, droit, liberté et foi, s'inscrit dans le projet du Collège des Bernardins d'être toujours en dialogue avec la société sur les grandes questions de notre temps, questions juridiques en l'occurrence, mais aussi fondamentalement questions anthropologiques sur la nature de l'homme et de la société. Je laisse sans plus tarder la parole à Maître Fréty pour l'introduction et l'animation de cette soirée. Et je vous souhaite une bonne conférence, une bonne table ronde. Monseigneur, mes chers confrères, mes chères consoeurs, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être à vos côtés ce soir et d'ouvrir en lieu et place du bâtonnier de Paris cette conférence. Comme vous pouvez l'imaginer, il aurait aimé être des nôtres. Malheureusement, une contrainte d'ordre personnel l'en empêche. Donc par ma voix, il vous adresse évidemment ces chaleureuses salutations. L'incidence des droits naturels sur la personne humaine est la grande question que nos invités aborderont ce soir. Avant d'explorer à la manière d'un préambule ce vaste et complexe sujet, permettez-moi d'abord de les remercier pour leur présence. Monseigneur, Monsieur le professeur, Madame de Henzel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également au Collège des Bernardins, à l'École de formation du Barreau de Paris et à l'Archevêché, avec lesquels l'Ordre des avocats de Paris poursuit depuis près de 30 ans, comme cela a été rappelé, ce cycle de réflexion de haut niveau. Ensemble, nous avons eu l'occasion de débattre d'un vaste éventail de sujets et de croiser les regards du droit, des sciences humaines et de la théologie. Et nous nous réjouissons tous que malgré les conditions sanitaires actuelles, ce rendez-vous nous rassemble encore ce soir. La semaine dernière, le bâtonnier Cousy, dans son introduction, a pointé à juste titre que ce cycle de conférences, en discutant la place du droit naturel dans nos sociétés, explore en vérité la manière dont nous vivrons ensemble demain. En effet, en cherchant à définir le rapport des lois et de la loi, avec un L majuscule, quelle que soit sa nature, nous interrogeons la légitimité des normes et donc de nos manières d'être et de faire. Si l'histoire de l'État moderne nous a menés à incorporer ce qui est relevé de nos droits et de nos devoirs, nous avons toutes et tous, en fonction de nos morales et croyances propres, tendance à mettre en question le bien fondé de certaines directives. Car parfois, elles affrontent et heurtent directement ce en quoi nous croyons profondément. Je pense par exemple au récent débat qui entoure l'examen au Parlement du projet de loi confortant les principes de la République. Au prétexte de notre sécurité, nos libertés de culte et de conscience sont susceptibles d'être remises en cause et en question par la loi. Donc, quelles seront les incidences de ces éventuelles nouvelles mesures sur notre manière de vivre ensemble? Sommes-nous sur une pente glissante qui mènerait les lois à menacer la loi avec le L majuscule? Mais les libertés de culte et de conscience ne sont pas les seules à être sous le feu des projecteurs. Lorsque l'on fait référence au droit naturel, on évoque bien sûr nos croyances, mais aussi nos besoins et nos pulsions.
Il est finalement question à la fois de notre nature biologique et de ce qui nous transcende. Il est aussi question de violence et d'amour. Il s'agit en vérité de tout ce qui nous fonde en tant qu'être humain et a le pouvoir d'orienter notre existence. Dans un contexte bouleversé, le sujet de ce soir est donc plus d'actualité que jamais. Car finalement, au-delà de nos expériences dans l'espace public, ce sont bien des problématiques d'ordre privé qui touchent au corps et au cœur que nous avons à trancher aujourd'hui. La révolution numérique et biotechnologique, cette fameuse grande révolution du XXIe siècle, bouleverse plus que nos manières de travailler, de nous déplacer, de communiquer. Elle transforme directement notre manière d'enfanter, de vieillir, voire de mourir. Les nouvelles technologies promettent des remèdes au moindre de nos maux ou de ce que nous considérons parfois comme des injustices. Alors que des métamorphoses inédites de notre être pourraient s'offrir à nous, à quelles normes, dans ces conditions, se fier pour choisir entre la loi et la morale, à qui donner la primauté? Et si la loi venait à autoriser ce que la conscience de l'autre refuse, comment réagir dans ce cas? Toutes ces questions reviennent à la question initiale, celle qui sera le fil de notre directeur des échanges de ce soir. Quelle est et quelle doit être l'incidence des droits naturels sur la personne humaine? Parce que les droits naturels s'impliquent en effet dans la définition des droits de l'homme ou dans celle de la nature humaine. Madame de Hensel, psychologue clinicienne, que nous remercions vivement d'apporter son concours à cette seconde conférence, nous livrera probablement ce soir ses réflexions et peut-être ses réponses sur des interrogations essentielles que soulève selon les interlocuteurs le droit à la vie, le droit à la naissance ou le droit à la fin de vie. Toutes ces questions fondamentales qui traversent l'histoire des hommes, la philosophie, les sciences, la littérature, de l'Antigone de Sophocle à celle d'Anouilh de Brecht. Jusqu'où est-il admis qu'il y ait un droit à la vie? Comment définir la fin de vie et la conscience de vivre et de mourir? Comment définir l'euthanasie, le droit de décider de sa propre mort ou bien de la mort d'un parent en phase terminale? Avec M. Denis Cohen, professeur de droit, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, nous aborderons l'incidence des droits naturels dans l'existence des hommes, de l'incidence de ces droits sur les conditions humaines. Et nous parcourrons avec lui peut-être les droits des hommes dans la société, le statut des minorités, des maltraités, des handicapés, et nous aborderons des questions comme celle de la violence, de la non-assistance à personne en danger, mais aussi la question des exclusions. Et pour finir, puisque la question du droit à l'existence trouve aussi son expression dans les débats existants autour d'un droit à l'enfant, de l'avortement, de l'embryon, de la procréation médicalement assistée ou de la gestation pour autrui, nous aurons la chance d'interroger et d'entendre Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, homme de Dieu, mais également médecin. C'est donc une multitude de thèmes qui surgissent autour de notre sujet, qu'il est temps désormais d'aborder. Je vous remercie. J'ai l'honneur de commencer. Et vous l'avez compris, c'est en tant que psychologue clinicienne, avec toute l'expérience que j'ai depuis maintenant 30 ans, plus de 30 ans, que je vais vous parler. Un tout petit mot pour me présenter plus précisément. J'ai 10 ans d'expérience de terrain comme psychologue clinicienne dans la première unité de soins palliatifs qui avait été créée en 1987. J'ai écrit un grand nombre d'ouvrages traitant de la fin de vie sous tous ses aspects, dont le principal, le premier a été La mort intime, qui a été traduit en 22 langues. Et le dernier, L'adieu interdit, dont je vous dirai un mot, puisqu'il se réfère à ce qui s'est passé pendant le confinement du printemps, mais où je traite évidemment de cette question de la fin de vie. Et puis, j'ai pendant 5 ans été chargée de mission au ministère de la Santé, et j'ai remis 2 rapports ministériels. Le premier, fin de vie, le devoir d'accompagnement, en 2003, qui a inspiré en fait la mission parlementaire et qui a abouti à la première loi dont je parlerai tout à l'heure, la loi Leonetti. Et puis un deuxième rapport remis en 2007 qui s'appelait La France palliative, dans lequel je suis allée faire un tour de France des régions pour évaluer quelle était l'évolution des soins palliatifs et aussi l'application justement de la première de cette loi sur les droits des malades et fin de vie. Je vais aborder 3 questions.
assez brièvement. La première, je vais d'abord faire un petit point sur où nous en sommes au niveau des droits des malades en fin de vie. Ensuite, j'aborderai la question de la dignité. Et puis, en troisième lieu, je parlerai de ce déni de la mort que la crise actuelle a porté à son paroxysme. Alors, où en sommes-nous au niveau des droits des malades en fin de vie? Il y a eu 3 lois importantes. La première loi, le 9 juin 1999, qui visait à garantir l'accès aux soins palliatifs à toute personne qui en aurait besoin. Toute personne malade dont l'État le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Il vise à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ensuite, nous avons eu, le 22 avril 2005, la loi Droits des malades et fin de vie, dite loi Leonetti. Cette loi, sans légaliser l'euthanasie, elle indique que les traitements ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Et elle fait obligation de dispenser des soins palliatifs. Des traitements antidouleurs efficaces peuvent être administrés en fin de vie, même s'il en résulte une mort plus rapide. C'est aussi une loi qui a permis aux personnes d'écrire leurs directives anticipées au cas où, pour exprimer leurs vœux, au cas où elles ne seraient pas en mesure de les exprimer oralement, et de désigner aussi leur personne de confiance. Inutile de vous dire que ces 2 derniers aspects de la loi n'ont pas du tout été, je dirais, n'ont pas été pris en compte par la société. La société ne s'est pas appropriée ces possibilités. Et au moment où il y a eu la révision de cette loi, la 3e loi du 2 février 2016, dite loi Claes-Leonetti, qui reprend d'ailleurs tout ce qui est dans la loi Leonetti, on s'est aperçu que seulement 2% des Français avaient rédigé leur directive anticipée et désigné une personne de confiance. Cette 3e loi, donc, elle clarifie les conditions de l'arrêt des traitements au titre du refus de l'obstination déraisonnable. Elle instaure un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cette loi rend les directives anticipées opposables, à condition évidemment qu'elles soient légales, et conforte la place de l'expression de la volonté du patient dans le processus décisionnel, et en particulier la place de ces directives anticipées qui sont désormais donc opposables aux médecins. On voit bien que avec ces 3 lois, dont je me permets de dire que la première sur la loi de l'accès de tous aux soins palliatifs n'est toujours pas appliquée, puisque seulement 20% des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs ont accès aux soins palliatifs. On comprendra aussi que les autres lois posent question, non pas parce que leur contenu leur contenu est, ça je parle personnellement, est un bon contenu, mais elles sont mal interprétées, mal connues, et il en résulte justement, elles ont des cas divers, de nombreux cas qui font qu'on dit aujourd'hui que l'on continue à mal mourir en France. Le législateur a eu pourtant le souci, tout au long de cette évolution de la loi, de garantir le soulagement des douleurs, le droit à être accompagné et le respect de la volonté du patient. Bien sûr, la question de l'euthanasie et du suicide assisté a toujours été rejetée. Malgré la pression des associations pro-euthanasie,
qui revendique le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire le droit, au nom de la liberté de disposer de sa vie et de son corps, d'exiger d'un tiers qu'il mette fin à la vie. Alors, nous aurons certainement dans le débat l'occasion de revenir sur ces 3 lois, mais je voudrais, dans un deuxième point de mon intervention, revenir sur cette question de la dignité. C'est assez étonnant que cette expression, mourir dans la dignité, soit le nom d'une association qui milite pour l'euthanasie. C'est la raison pour laquelle j'ai repris ce terme dans un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle « Nous voulons tous mourir dans la dignité ». Mais évidemment, dans mon livre, vous l'avez compris aussi, je ne suis pas du tout une pro-euthanasie. Justement, j'essaie de montrer que la différence entre ce qu'on appelle la dignité et le sentiment de la dignité, et je crois que c'est très important de le comprendre. La dignité, nous le savons, elle est intrinsèque à l'humain, elle dérive justement de l'impératif de Kant. Toute personne humaine, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve et dans lequel elle évolue, reste digne jusqu'au bout. Le sentiment de la dignité, c'est autre chose. C'est un sentiment subjectif. Et il y a effectivement des personnes qui vous disent « j'ai le sentiment d'avoir perdu ma liberté », mais on voit que lorsque, à ce moment-là, leur dignité, la dignité est liée d'ailleurs à la liberté, et aussi la dignité est liée à la perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le sentiment de perdre leur dignité parce qu'elles ont perdu leur autonomie. Donc ce sigle mourir dans la dignité, c'est que lorsqu'aujourd'hui il est employé, souvent les gens l'emploient pour signifier le droit de choisir le moment de sa mort, d'anticiper sa mort. Et l'argument qui est invoqué, c'est évidemment la liberté de disposer de son corps comme on l'entend. Et donc les personnes qui revendiquent ce droit disent qu'elles sont libres. Elles parlent d'une liberté. Et c'est vrai que le suicide est une liberté, c'est un droit-liberté. Mais là aussi, on confond le droit-liberté et le droit-créance, c'est-à-dire le droit de demander à un tiers de vous donner la mort. Ce que la plupart des médecins refusent et ont toujours refusé à cause de la radicalité de l'acte, qui est contraire aussi à leur serment d'Hippocrate. Et il y a eu, donc, dans le débat qui continue d'ailleurs, jusqu'à maintenant, eh bien, on n'est pas passé de ce droit à liberté au droit à créance. Que signifie donc... J'aimerais dire un tout petit mot sur ce que signifie mourir dans la dignité pour des personnes âgées dont je suis très proche depuis des années, puisque je vois des personnes qui ont entre 80 et 100 ans et qu'il m'arrive de leur demander « c'est quoi pour vous mourir dans la dignité ?» et que la réponse qui m'est donnée, eh bien, pour moi, madame, c'est mourir dans mon lit, pas à l'hôpital. C'est bien sûr ne pas souffrir, c'est ne pas être prolongé par des traitements qui continueraient à me faire vivre alors que je sens que je suis arrivée au bout de ma vie. Et c'est ne pas être forcé à m'alimenter. C'est aussi pouvoir glisser doucement dans la mort, entourée, avec des gens qui viennent me parler, qui me touchent, en sentant la vie autour de moi. C'est ça, pour moi, mourir dans la dignité. Or, on voit bien que ce que cette personne âgée que je cite demande, c'est légal. Notre loi le permet. Mais malheureusement, dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On sait que dans les EHPAD, quand quelqu'un veut se laisse glisser dans la mort, et non pas par dépression, mais parce qu'elle est arrivée au bout de son chemin et que c'est la bonne manière pour elle de mourir, elle cesse de s'alimenter, eh bien, on va transférer aux urgences cette personne parce qu'on ne supporte pas l'idée que quelqu'un puisse mourir dans son lit, dans son lieu habituel de vie. C'est pareil à domicile d'ailleurs, l'hôpital étant
encore aujourd'hui largement le lieu dans lequel on pense qu'il est bien de mourir. Ça me permet de faire la transition avec ce qui s'est passé lors du confinement du printemps et des mesures liberticides qui ont entraîné une véritable rupture anthropologique. Nos dirigeants politiques et scientifiques ont sous-estimé l'importance des rites autour de la mort et les souffrances qu'allait générer leur interdiction. Interdiction de visite, du jour au lendemain, isolement brutal des personnes âgées enfermées dans leur chambre, sans leur demander leur avis. Et je voudrais insister sur ce défaut d'éthique et de démocratie, sur ce déni de la personne comme sujet. Et une association dont je fais partie, l'association Hold Up, la présidente avait écrit un bel article en disant « Nous ne sommes pas des objets de soins, mais nous sommes des personnes, des citoyens à part entière qui pouvons donner notre avis. » Cet isolement a eu pour effet pour un grand nombre de personnes âgées, d'entraîner un syndrome de glissement très différent de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un syndrome de glissement entraîné par une dépression profonde, un chagrin, une tristesse, un sentiment d'être abandonné par les leurs. Et ces personnes se sont laissées mourir de faim, de désespoir, de solitude. Et ça a provoqué évidemment des réactions très vives de la part des familles qui ont assisté impuissantes à la dégradation très rapide de l'état de santé et des facultés cognitives aussi de leurs parents âgés. Ça a été aussi des réactions très vives de la part des soignants qui ont été contraints d'appliquer des mesures, des règles sanitaires. Et là, j'ouvre une parenthèse, il n'y avait aucun fondement juridique à ces interdictions. Ce n'était que des préconisations sanitaires qui les mettaient donc en porte-à-faux par rapport à leur valeur de soins. Et les mots pour qualifier ce que les personnes ont vécu sont très forts. Cauchemar d'inhumanité, violence morale. Ensuite, interdiction des rites autour de la mort, et qui correspondent d'ailleurs au droit, le droit d'être accompagné, pas d'accompagnement des derniers instants, pas d'adieu au visage, pas de possibilité de constater la mort, de se recueillir autour du cercueil, ni d'assister aux obsèques. Donc une rupture anthropologique, car il faut rappeler que jamais dans l'histoire de l'humanité et partout dans le monde, de telles mesures ont empêché des adieux lorsqu'ils étaient possibles. Bien sûr, il y a des tas de personnes qui n'ont pas pu accompagner un proche, mais jamais à cause d'une décision politique et sanitaire. Et donc, ce qui a été, je dirais, ce qui a présidé à ces mesures sanitaires et liberticides, ça a été la volonté de protéger la vie biologique. Et là, au détriment de la vie, la vie indivisible, je reprends l'expression de Cynthia Fleury, la vie, elle est affective, sociale, spirituelle, démocratique. On n'a absolument pas tenu compte de tous ces aspects de la vie. Et je sais, pour en avoir été témoin, que beaucoup de personnes âgées ont exprimé qu'elles préféraient prendre le risque de mourir plutôt que de vivre une vie confinée sans aucun lien avec ceux qu'on aime. C'est-à-dire que ces personnes ont mis clairement la priorité sur le lien plutôt que le peu de temps qu'il leur restait à vivre. Elles étaient prêtes à prendre le risque. Tout cela a entraîné bien sûr une régression profonde du respect des droits des personnes en fin de vie et donc le droit à l'accompagnement, je voudrais revenir là-dessus, il n'a pas été possible et nous savons que des personnes sont mortes seules, réclamant leurs proches, sans pouvoir accomplir le travail du trépas. Alors, ce que j'entends par travail du trépas, c'est une expression qui vient du psychanalyste Michel de Musan. C'est le dernier travail qu'accomplit une personne qui pressent sa mort.
c'est un travail dans lequel on voit une certaine énergie, d'ailleurs, au service de ce travail. C'est une façon de boucler sa vie, de dire une dernière parole, un dernier geste, un dernier regard, quelque chose qui va signifier à ceux qui sont autour, ceux pour qui on compte, de signifier justement ce qui est l'essentiel d'une vie. J'ai été témoin, moi, personnellement, de beaucoup de ce travail du trépas, et je sais à quel point c'est important pour celui qui va mourir, qui peut enfin mourir sereinement, puisqu'il a dit ou déposé, transmis quelque chose qu'il voulait transmettre à ses proches. Très important pour les proches, évidemment. Et puis, nous savons aussi que dans ce confinement du printemps, beaucoup de personnes ont été sédatées, parfois par des personnels non médicaux et non formés, sans même qu'on prenne connaissance de leur avis ou de l'avis des familles ou de leurs directives anticipées, et en l'absence des proches. Les proches vivent aujourd'hui des deuils douloureux, voire impossibles à faire, avec tout ce que cela implique, comme dépression, perte du goût de vivre, sentiment profond de culpabilité, interdisant donc toute tentative d'être heureux. Le dernier point, sur lequel je vais être très rapide, cette crise sanitaire a été un révélateur du déni de la mort dans notre société. Car même si on a égrené tous les soirs à la télévision la liste, le nombre des morts, en fait, on a agi comme si, justement, la mort ne faisait pas partie de la vie. Le déni de la mort, c'est un déni de la vie, puisque la vie et la mort sont intimement liées. Et là, je reprends une expression de Maurice Zindel, auquel je fais souvent référence, car il dit « C'est devant la mort que l'on prend conscience que la vie est immense, prodigieuse, créatrice. » Et c'est le réel de la mort qui nous oblige à nous poser les questions existentielles, spirituelles, du sens de notre vie. La philosophe Cynthia Fleury, que j'ai nommée déjà tout à l'heure, s'est récemment exprimée sur cette expérience de l'effondrement intrinsèquement inflammable qu'elle attribue à la difficulté qu'ont nos contemporains à se confronter au réel de la mort. Nos vies quotidiennes, rappelle-t-elle, sont plus douces. Nous avons oublié que nous sommes mortels et nous sommes donc plus fébriles émotionnellement face à cet événement. C'est une question que j'avais abordée moi-même dans une tribune en mai dernier dans Le Monde, en disant « Plus on dénie la mort, moins on tolère le risque et l'incertitude, plus on est psychiquement fragile. » Et je reprenais cette parole de Louis-Vincent Thomas, anthropologue qui est mort il y a une trentaine d'années, mais qui disait « Notre monde moderne est devenu thanatophobe et mortifère. Il a peur de la mort et il entraîne la mort. » Et si vous le permettez, si j'ai encore quelques secondes, je voulais terminer mon propos par cette phrase de François Mitterrand qui avait préfacé mon livre « La mort intime » et qui disait « Nous vivons dans un monde que la question de la mort, la question de la finitude humaine effraie et qui s'en détourne. Des civilisations avant nous regardaient la mort en face. Elle donnait à l'achèvement de la destinée sa richesse et son sens. Jamais peut-être le rapport à la mort n'a été aussi pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes pressés d'exister paraissent éluder le mystère. Ils ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. Merci à vous. Je vais passer maintenant la parole à monsieur le professeur Danny Cohen pour avoir son point de vue sur ce sujet. Merci. C'est bon ? D'accord. Alors, d'abord, je voudrais dire mon plaisir d'être là et de revenir dans ce si bel endroit. Ensuite, j'aurais tendance à aborder les questions qui nous occupent ce soir sous trois angles. Le premier étant évidemment relié à ce que vous venez de dire, madame, en particulier au corps. Et j'observe que, alors que nous sommes théoriquement dans une
plus grande liberté, une liberté qui s'est considérablement accrue dans la seconde moitié du XXe siècle, avec notamment une libération des corps. Le tableau semble, depuis quelques années, devenir plus nuancé quant aux contraintes physiques qui s'exercent par petites touches et d'une manière qui n'est pas suffisamment nette, je dirais, pour dessiner une tendance, mais qui est quand même notable. Cette contrainte physique, elle s'exerce sur les corps de différentes manières, et je vais prendre quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, qui ne forment pas non plus un ensemble, mais qui ne sont pas totalement sans lien les uns avec les autres. Bien sûr, il y a ce que nous observons sur des images à la suite des flux de réfugiés que nous avons observés en Méditerranée ces dernières années, et des systèmes qui sont mis en œuvre pour les retenir, les contenir, les repousser. Et cette contrainte physique, elle se voit et elle est assez frappante. Pour ce qui me concerne, j'en ai souvent été surpris et heurté, et qu'il ait fallu attendre, par exemple, d'en arriver au Conseil constitutionnel pour que le devoir de fraternité ou simplement d'assistance à autrui l'emporte sur des délits qui ont avant tout un caractère administratif et totalement contraire aux valeurs non seulement religieuses, mais philosophiques de notre société. La deuxième chose, c'est que ce degré, ces petites contraintes, enfin là, il ne s'agit pas, c'est pas d'une petite, mais dans notre vie quotidienne, les contraintes sur notre corps deviennent plus importantes et tout doucement acceptées. Et je pense à deux exemples entre de nombreux autres. Le premier, c'est, on l'observe quand on va prendre le train, le fait que maintenant, quand on accède à son TGV, on ne peut pas accéder physiquement au train sans avoir préalablement présenté son billet. Il y a une barrière physique. Alors on dira que ça n'est jamais que l'exercice d'un contrôle des billets qui a toujours existé et qui est au demeurant parfaitement normal. Mais le contrôle qu'exerçait le contrôleur s'exerçait différemment, en ce sens que la personne était montée dans le train, et elle était montée dans le train parce qu'il y avait cette idée de bonne foi qui est dans notre code civil et qui est vraiment, me semble-t-il, un élément central de notre société. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on entre à cet égard, avec la contrainte physique que je viens d'indiquer, dans une société de la preuve, où il faut prouver que l'on est en règle avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de rapprocher ça de l'exemple de ces jeunes Espagnols, mais apparemment ce n'est pas le seul pays où cela est pratiqué, qui, pour avoir une entrée prioritaire en boîte de nuit, acceptent de se laisser implanter sous la peau de l'avant-bras une petite puce électronique qui permet d'avoir leur identité et un certain nombre d'éléments de cet ordre-là. Dans les deux cas, ce qui a de commun, c'est que c'est une contrainte qui présente un caractère physique et qui est acceptée. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de la rapprocher de la contrainte de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestation pour autrui, que je distingue pour ce qui me concerne très nettement de la procréation médicalement assistée, sur laquelle on peut avoir son opinion, mais qui là me semble profondément différente, en ce sens qu'elle ne porte pas seulement sur l'utilisation d'un procédé médical, sur une assistance scientifique au désir d'enfant, mais elle fait intervenir un tiers qui est la mère porteuse. Et depuis très longtemps, pendant 30 ans, la Cour de cassation a eu une réaction de résistance qui est qui a été particulièrement importante, qui a été largement commentée et qui progressivement est en train de céder. Ce qui est intéressant, c'est que je vois dans cet aspect deux choses. Il y en a évidemment bien d'autres, et c'est pour ne pas m'étendre abusivement. La première chose, c'est d'abord les glissements sémantiques que l'on a observés. Lorsque l'on reprend
les termes qui étaient employés à la fin des années 80, lorsque ces questions ont commencé d'être discutées, on parlait de mère porteuse. Et on voyait bien que le terme de mère désignait la femme qui portait l'enfant. On en est ensuite venu à la gestation pour autrui. C'est intéressant parce que entre-temps, la mère a disparu du langage, l'expression a disparu du langage, et l'introduction d'autrui donne cette impression d'altruisme, mais en même temps, elle gomme un peu la personne qui porte l'enfant, et le fait de gestation au lieu de grossesse, alors que les mots sont synonymes, est aussi quelque chose qui, je dirais, rend les choses plus anodines. Et puis, on est passé de gestation pour autrui au simple sigle GPA. Et de cette manière, là encore, on arrive à une réalité qui me semble totalement lyophilisée, qui ne fait pas suffisamment cas, me semble-t-il, de ces femmes qui portent l'enfant et qui sont quand même aujourd'hui dans une forme de contrainte acceptée. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est le fait que si j'élargis un peu le champ des règles qui nous contraignent, Madame, vous avez parlé tout à l'heure effectivement des atteintes aux libertés qui ont caractérisé la période que nous vivons depuis le printemps dernier. Elles sont réelles et elles se déclinent, et c'est ça qui me semble intéressant aussi, sur le mode de la dérogation. C'est-à-dire qu'on fait des exceptions avec cette idée quand même que l'exception gagne du terrain. Un peu comme l'exception a gagné du terrain dans un certain nombre de choses, comme des perquisitions administratives ou comme les procédures pénales dérogatoires qui représentent aujourd'hui presque la moitié des affaires qui sont jugées, ce qui fait que nos principes sont en théorie intacts, mais que l'ampleur des dérogations est quand même quelque chose qui, me semble-t-il, effrite les libertés. Et puis le troisième volet, c'est une surveillance que je qualifierais d'abstraite, mais qui en réalité fait que nous sommes épiés au quotidien. C'est évidemment les nouvelles technologies qui ont un nombre d'avantages incalculables, qui nous sont très précieuses à maints égards et qu'il ne s'agit donc pas de rejeter dans leurs principes. Mais elles procèdent à une surveillance intime de l'individu qui, encore une fois, est consentie, mais qui est consentie dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'est capable de faire la liste, pourtant immensément longue, des données, des indications physiques, voire des indications intimes qui sont relevées sur lui, auxquelles il a consenti par un clic sans en connaître la teneur exacte. Et de ce point de vue-là aussi, il y a un aspect physique. C'est certes immatériel, mais combien d'entre nous utilisent leurs doigts, donc leur empreinte digitale, pour ouvrir leur téléphone, ou alors un système de reconnaissance faciale qui fait que est transféré à une société privée un certain nombre d'éléments qui sont des éléments à caractère très personnel, voire intime, puisque sur telle ou telle application américaine, par exemple, des femmes peuvent entrer les dates de leur cycle menstruel, les difficultés qu'elles éprouvent, les médicaments qu'elles prennent, les projets qu'elles ont d'avoir un enfant, et sans savoir que ceci est revendu à des sociétés privées. Alors, ça me paraît d'autant plus révélateur, d'autant plus intéressant que ces choses s'opèrent en silence avec, je dirais, ce que j'appellerais un consentement passif, et elles ne préoccupent que modérément nos contemporains parce qu'elles paraissent sans conséquence. Elles paraissent sans conséquence, mais en réalité, le sont-elles vraiment? Des enquêtes qui ont été menées auprès de recruteurs montrent qu'une proportion de plus en plus importante et presque majoritaire aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis,
indique ne pas avoir embauché une personne au vu de ce qui avait été trouvé sur elle sur Internet. Et donc on voit que ces aspects, cet aspect d'ouverture intime de l'individu qui ne peut pas ne pas faire penser à la confession, mais la confession, elle se faisait en face d'un être humain qui était un prêtre tenu au secret, alors qu'ici, c'est revendu et c'est l'objet d'un commerce. Et également, même si cela paraît sans conséquence, on peut se demander si cela va le rester longtemps, puisque aujourd'hui, on sait qu'en Chine, c'est utilisé pour noter les gens, pour en faire une espèce de pilori où on les met à la honte publique. Or, on dit évidemment c'est la Chine, ce n'est pas un régime démocratique, mais au cours des années 2019-2020 ont été implantés à titre d'expérience dans plusieurs de nos villes et contre l'avis de la CNIL des systèmes de reconnaissance faciale. Ces systèmes de reconnaissance faciale étaient en particulier à Nice, mais ce n'est pas le seul exemple, destinés à détecter des comportements anormaux. Et évidemment, ça ne peut que frapper un juriste, parce que qu'est-ce qu'un comportement anormal? Et surtout, en posant cette question, on n'en pose pas une, on en pose deux. C'est savoir qui définit le comportement anormal. Et une personne en situation de handicap qui marche dans la rue marche d'une manière qui peut être jugée anormale par rapport à la mienne. Et que va-t-on faire des gens? Que va-t-on appliquer? Quel traitement va-t-on appliquer? Et prévoit-on d'en appliquer un à des gens dont le comportement aura été jugé anormal par l'algorithme? Et donc il y a ici, tout ceci évidemment est également en rapport avec le corps, même s'il n'y a pas de contact physique avec le corps. Et il me semble que ces questions sont des points qui devraient retenir notre attention, surtout à l'heure où les firmes qui les pratiquent deviennent extrêmement puissantes, voire des auxiliaires des États sur certains points. Voilà, je m'excuse d'avoir été trop long. Écoutez, je vais passer maintenant la parole à Monseigneur Aupetit. Merci beaucoup. Alors, je ne savais pas comment aborder le sujet parce qu'il était assez vaste. Alors, comme je ne connais rien, j'ai été voir les fondements. Vous savez, j'ai été voir d'abord ce que disait notre Constitution de 58, qui rappelle l'attachement du peuple français aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté définis par la déclaration de 1789. Et que disait-elle, cette déclaration de 89, du 26 août 1789, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Vous voyez comme c'est révolutionnaire, finalement, avec une dimension beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait croire. Et donc, voilà, on se repose sur ces droits naturels. C'est important parce que justement, dans les conversations qu'on peut avoir aujourd'hui, par exemple, sur la question du droit naturel et du droit positif, d'ailleurs, le droit positif, c'est le droit propre des États, et le droit naturel, c'est un droit que la raison peut trouver par elle-même, ce genre de droit universel, par exemple, des lois qui peuvent arriver et qui s'imposent à tous et qui se déroulent et qui se trouvent partout. La fameuse règle d'or, peut-être vous la connaissez, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Ça, c'est le genre de loi qui est au-delà du droit propre des États. Parce qu'on le retrouve chez Confucius, on la retrouve chez le Bouddha, on le retrouve dans la Bible, dans le livre de Tobit, on la retrouve dans l'islam, on la retrouve chez Kant, sous une forme complexe, comme un philosophe peut le faire quelquefois. J'espère qu'il n'y en a pas trop ici qui nous écoutent. Et puis, on le trouve même dans l'Évangile, mais à l'envers. C'est-à-dire, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la règle d'or, et qui se trouve dans toutes les civilisations, donc indépendamment du droit positif. Alors quand j'ai rencontré un membre éminent du gouvernement sur les problèmes de bioéthique, il m'a opposé le droit positif. Il m'a dit, mais monseigneur, c'est la loi de notre pays, et voilà, elle s'impose à tous. Ah ben j'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, c'est formidable. Mais alors, quand vous dites que vous croyez aux droits de l'homme, parce que j'imagine que vous y croyez, sur quoi vous reposez-vous? Quand vous allez rencontrer, on a parlé un instant de la Chine, quand vous allez rencontrer le monsieur qui dirige la Chine, vous allez lui dire quoi? Il va vous opposer ce que vous m'opposez à l'instant, c'est-à-dire le droit positif. Et donc, qu'est-ce que valent les droits de l'homme par rapport à si je m'en tiens à votre raisonnement? Et là, il ne m'a pas répondu.
Donc je me dis, il doit y avoir une raison particulière. Donc j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé que la Constitution du 27 octobre 1946 n'évoquait plus que les droits inaliénables et sacrés. C'est-à-dire que les droits de l'homme ont perdu leur caractère naturel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a perdu le caractère naturel des droits de l'homme? Mais ça veut dire certainement, j'imagine, je suppose, que c'est actuellement l'incertitude contemporaine sur l'objectivité de l'homme. La Bible, dès le départ, dit qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Et aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cette question. Je le dis parce que j'ai rencontré des politiques, des médecins, des gens intelligents de toutes sortes, mais dès qu'on aborde la question anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, eh bien là, on se retrouve devant un abîme. Autrement dit, c'est pour ça que j'insiste dans ce collège qu'on fasse beaucoup de cours d'anthropologie, parce que ça me semble essentiel, parce que malheureusement, c'est le grand vide aujourd'hui. C'est un défaut anthropologique. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et je me suis dit, bon, la question de la personne, de l'individu, puisqu'il est question de personne ce soir, donc j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais écrit jadis sur la personne. Alors, le mot personne, ça, en fait, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué parce que, justement, qu'est-ce que c'est que la personne? Au départ, peut-être vous le savez-vous, c'est chez les Étrusques, c'était la déesse Ferchus. La déesse Ferchus, c'est celle qu'on représentait avec un masque. Et donc, après les Étrusques, ben, c'est les Romains. Qu'est-ce qu'ont fait les Romains? Ils ont mis un masque pour faire du théâtre. Et ce masque s'appelait persona, tout simplement. Et donc, la personne, c'était tout simplement la représentation. C'est-à-dire ce que l'on représente dans la société, c'est tout. C'est-à-dire, imaginons un cas un peu bizarre et baroque, sans aucun doute, qu'un individu soit en même temps prêtre et médecin. Et donc, il a deux personnes, c'est-à-dire deux rôles dans la société. Voilà. Et puis voilà que Jésus-Christ est arrivé. Et il nous a représenté d'une relation divine dont on pensait qu'elle pouvait être retournée sur soi dans une personne unique. Mais unique ne veut pas dire solitaire. Et voilà, puis si Dieu est amour, d'ailleurs, il ne peut pas être solitaire. Donc voilà que les chrétiens ont commencé à réfléchir en se disant comment on va pouvoir désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, on a été chercher ce mot de personne. Autrement dit, le mot personne est devenu la caractéristique même d'une relation. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, qui a sévi quelque part chez nous, pas très loin d'ici, eh bien, appelait la personne divine relation subsistante, c'est-à-dire la relation par laquelle on existe en Dieu. En Dieu, mais c'est intéressant aussi pour nous peut-être. Donc la relation, la personne, le Père n'existe en tant que Père que dans sa relation au Fils. Le Fils n'existe dans sa relation au Père que dans la relation au Père. Et donc, cette relation n'est pas seulement ce qu'on peut imaginer d'un sentiment vague et nébuleux. Non, c'est une personne. C'est-à-dire, c'est l'amour même de Dieu qui est consistante en une personne. Et donc, voilà comment le mot personne est arrivé. Alors, il a eu, vous savez, plusieurs définitions. Ça a été assez complexe, hein, parce qu'il y avait la question de la relation et la question de l'entité personnelle. Comment? C'est un petit peu le même problème qu'il y avait eu avec Héraclite et Parménide, entre l'être et le mouvement. C'est-à-dire, tout est mouvement, on ne se baigne jamais dans la même eau, selon Héraclite, et puis l'autre disait que c'est la personne. Alors, c'est compliqué. C'est Aristote qui a essayé de régler le problème avec, vous le savez comment. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais la question de la personne était importante. Il y avait la substance individuée de nature raisonnable, très tôt, c'est-à-dire substance individuée, donc c'est l'entité individuelle, de nature raisonnable, donc qui est propre à l'homme, d'après Boès, qui donc a donné cette définition. Puis ensuite, il y a les Anglais qui s'en sont mêlés. Alors évidemment, ça complique toujours. Les Anglais, c'était avant le Brexit, bien sûr. Et donc, c'est Locke qui a donné la définition de la personne uniquement fondée sur la relation. Effectivement, on peut penser, et on l'a dit tout à l'heure, que ce qui nous fonde en tant qu'humains, c'est quand même nos relations, la qualité de nos relations. Martin Buber a parlé du je par rapport au tu, c'est-à-dire la conscience de soi n'existe que par rapport à un autre. Bien avant le regard dans une glace. La réflexion dans une glace, c'est 18 mois. Mais avant, l'enfant a conscience de lui parce que sa mère lui parle, le regarde. Et l'intonation de la voix de la mère est plus importante même que le timbre de la voix. Et donc, on voit bien que c'est la relation qui fonde l'entité personnelle, c'est-à-dire il se reconnaît lui-même
comme un en soi parce qu'il entre dans une relation. Donc c'est pas faux. Le problème, c'est qu'après, ça a été tiré. Il n'existe de personne que lorsque la relation est possible. Et justement, le problème, c'est quand elle est consciente. Et donc, Engelhardt, le pape de la bioéthique aux États-Unis, a dit, ben, donc toute relation non consciente, c'est pas une personne. L'embryon n'est pas une personne. La personne, le vieillard Kakoshim, c'est plus une personne. Et il justifie même jusqu'à l'infanticide. Et donc, vous voyez comment ces réflexions sur la personne peuvent nous entraîner loin et font comprendre aujourd'hui la façon dont on patauge quand on réfléchit. Et ça a été vrai aussi. Vous savez, quand il a fallu simplement définir l'embryon, c'est quoi l'embryon? En 1984, il y avait Lady Warnock, donc pour les Anglais. Et les Anglais, c'est compliqué, c'est la common law. Sur quoi s'appuie la common law? Ben justement, comme le dit le nom, c'est la common law, c'est-à-dire quelque chose qui nous est commun. Et donc, elle a défini que, elle a confondu un peu personne et individu. Tout simplement parce que au 14e jour, il peut y avoir encore une gémellité. En fait, la plupart des gémellités, c'est le 5e jour. Hein. Le 14e jour, c'est compliqué, c'est un artefact et ça donne souvent des siamois. Mais enfin, peu importe. Gardons cela. Et donc, l'individu et la personne. Donc, puisqu'il y a une possibilité de dédoublement, on ne peut pas dire que ce soit un individu. Donc, elle a dit que l'embryon n'était pas une personne avant le 14e jour. En même temps, en Allemagne, le rapport Benda, toujours chez les députés, parce que ces gens-là réfléchissent, bien sûr, et font des lois, et ils sont arrivés à une autre conclusion. Pourquoi? Parce que le droit allemand est fondé sur le droit romain. Et le droit romain distingue entre personne et chose. Et donc, est-ce que l'embryon est une chose? Non. Et donc, on doit le considérer comme une personne. Et voilà pourquoi le droit allemand est complètement différent du droit anglais. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ah, vous savez bien que les Français sont subtils, du moins ils le croient. Et donc, ils ont été chercher une argutie philosophico-biologico, je ne sais pas quoi, et donc ils ont dit l'embryon est une personne potentielle, qui utilise à la fois la philosophie du potentiel et de l'acte, vous savez, et puis voilà. Donc c'est très compliqué, donc on ne sait pas ce qu'est l'embryon, et donc l'embryon n'a aucun droit. Voilà, une personne éventuelle qui n'a aucun droit, par exemple. Donc voilà, un petit peu ce qui est arrivé. Alors après, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé après tout ça? Après tout ça, je cherche des papiers parce que j'avais écrit quelque chose, même si j'en tiens absolument aucun compte. Mais je me disais, comment on arrive à démêler tout cela? La vraie question, c'est, on voit bien qu'il y a des lois différentes. Quand on parlait du droit positif, on voit bien qu'on oppose nos droits. On va voir en Hongrie, on dit Viktor Orban est un type épouvantable, parce que nous, on est des types formidables, etc. Bon, oui, mais au nom de quoi? Montesquieu avait déjà vu ça dans l'esprit des lois. Il avait établi que la multiplicité de ces us et coutumes n'était pas due aux caprices des hommes, mais que chaque loi avait une explication rationnelle. Encore faut-il se donner la peine de la chercher. Mais il disait aussi qu'un certain nombre de règles sont communes au fur et à mesure. Par exemple, peu à peu, les normes vont se généraliser. L'interdit de l'inceste, du meurtre, du vol, de l'adultère. L'adultère, c'est avec l'extension des sociétés patriarcales au néolithique. Donc, il y a des choses qui vont venir, et ce qu'on appelle justement le droit naturel, qui est plus fort que le droit positif, qui divise les États, puisque le droit positif est propre à chaque État en fonction de la culture, de l'histoire, de tas de choses qui sont différentes et qui nous différencient. Mais justement, qu'est-ce qui nous unit? C'est justement le droit naturel. Alors après, on a parlé de dignité. Alors, sur quoi va se fonder la dignité humaine? Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué. Comment on va pouvoir défendre la dignité d'un vieillard qui a perdu la tête? Sur quoi ça va reposer? Si, comme Engelhardt dit que c'est parce qu'il est incapable d'entrer dans une relation, donc il n'a plus d'humanité, ça va être compliqué de dire qu'il est encore digne. On a parlé tout à l'heure justement de qu'est-ce qui fonde la relation. La relation, ce n'est pas forcément la relation consciente, c'est la capacité d'entrer dans une relation. Moi, je me suis toujours battu parce que je voyais déjà, j'avais été aux États-Unis en 89, j'avais été effrayé de la médecine. Pour moi, la médecine, c'était fondé sur la relation médecin-malade, c'est-à-dire sur la confiance. Le malade me fait confiance, je lui fais confiance, et c'est pour cela qu'il m'a choisi, parce que la liberté du choix du médecin est capitale, de la même façon que le médecin peut refuser de soigner un malade, sauf en cas d'urgence.
Ça, c'est le fondement de la relation médecin-malade. Mais aux États-Unis, c'est une relation contractuelle, avec toutes les dérives. En 89, je m'étais allé aventurer à Boston, comme ça, puis j'avais eu l'occasion de soigner quelqu'un parce qu'il y avait une urgence, il n'y a pas moyen d'avoir les médecins, bon, ça a été très compliqué, mais j'ai découvert quelque chose. En ouvrant bêtement le bottin, j'ai vu dans le bottin, il y avait encore un bottin à l'époque, hein, c'était épais comme ça, advocate, excusez-moi maître, mais ça m'a quand même un peu choqué qu'il y avait autant de place pour les avocats. Et dans les avocats, il y avait une épaisseur très importante de quelque chose qu'on ne voit pas chez nous, des avocats spécialisés dans malpractice, erreur médicale. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors ils m'ont expliqué, eh ben, c'est simple. Si vous, par exemple, moi je prescris une ordonnance, j'ai dit à mon malade, vous savez, il y a des fois des réactions un peu anormales. Vous pourrez avoir un rash cutané, des boutons, etc. Si vous avez ça, vous me téléphonez tout de suite. Puis je vous dirai si c'est le médicament ou si c'est autre chose. Et ça se passait comme ça. C'était vraiment la relation de confiance. Ils m'ont expliqué que là-bas aux États-Unis, non, téléphone à l'avocat, qu'est-ce que je peux en tirer? Alors il m'a dit, vous devriez vous installer ici et vous gagneriez beaucoup d'argent. Je dis, c'est pas vraiment ce que je recherche. Du coup, je suis rentré au séminaire parce que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout des choses. Donc, enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de cette relation. La relation médecin-malade, ce qui est important, c'est relation. Et là, on a vu ce qui s'est passé, on vient de l'entendre, hein, mais la relation, elle est perdue. Non seulement entre le médecin et le malade, mais la relation tout court. On est en train de réfléchir en ce moment sur les questions de santé, sur le diocèse de Paris, parce que je vois bien, les infirmières n'ont plus le temps, les médecins n'ont plus le temps, plus personne n'a le temps. Nous avons la chance d'avoir de nombreux bénévoles qui sont prêts à s'investir. Pour le premier confinement, j'ai fait un appel à bénévolat. 1600 jeunes se sont pointés. C'est extraordinaire. Et donc, c'est possible. C'est possible, ils se sont mis au service. Et je me disais, ben voilà, il y a peut-être quelque chose à rétablir, d'entrer dans les soins, en se faisant former, bien sûr, par les médecins, mais de pouvoir faire une proposition pour accompagner les personnes. Ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le temps et la gratuité. Le temps, plus personne n'a le temps. Tout le monde court. Et nous, on a des gens qui ont du temps, qui sont prêts à donner du temps. Et la gratuité, parce que la gratuité, pour nous, c'est capital, puisque c'est la même origine étymologique que la grâce. Donc, le don de Dieu. Donc, c'est quand même assez important pour nous, vous voyez. Et donc, voilà. Alors, la dignité de l'homme, dont on parlait tout à l'heure, quel est son fondement? Eh bien, si je me réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, de 48, article 1er, ils sont doués de raison et de conscience. Voilà ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de poser des actes libres et responsables. Voilà une des raisons de la dignité humaine. Ah, évidemment, c'est un peu dangereux parce que quand vous n'êtes plus capable, qu'est-ce qu'on va vous dire? Et puis le mineur, l'enfant, ou celui qui est sous curatelle, ou sous tutelle, c'est un peu dangereux ça. On voit bien comment ça se profile tout ça. Alors bon, très bien. Donc les actes, ils ont à en rendre compte soit devant la justice des hommes ou devant la justice divine pour ceux qui sont croyants. Mais de toute façon, même s'ils ne sont pas croyants, ça peut arriver. Hein. On peut faire le pari de Pascal. Enfin bon. Et le deuxième principe, c'est le principe de non-discrimination. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. C'est la même déclaration. Mais vous savez, il y avait déjà des choses comme ça. Il y avait aussi la notion de réalité universelle. Vous voyez, comme le droit naturel, c'est qu'il y a une réalité de droit universel, et la réalité universelle de l'humanité. Je cite Épictète, qui disait, je le cite, « Socrate ne disait jamais qu'il était d'Athènes, de Corinthe, mais qu'il était du monde. » Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Antiphon affirmait aussi que, je le cite, « Le fait est que par nature, nous sommes tous, et en tout de naissance identique, grecs et barbares. Aucun de nous n'a été distingué à l'origine comme barbare ou grec. Tous nous respirons de l'air par la bouche et par les narines. » Ça, c'est Antiphon, fragment, etc. Donc, vous voyez, alors, bien sûr, vous connaissez la phrase de Saint Paul, hein, c'est quand il écrit aux Galates. C'est il n'y a plus ni juif, ni grec, ni etc. Il n'y a que le Christ. Bon, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de dépassé dans ce qui peut nous diviser. Mais il y avait dans la tradition hindi aussi, au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le Mahabharata, excusez-moi, c'est la prononciation,
Il n'y a pas de différence entre les diverses classes d'hommes, le monde entier est d'origine divine. Alors quand on sait ce qui se passe en Inde avec les castes, on est quand même un peu étonné, mais enfin ça c'est quand même en Inde au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis il y a le principe moral de déontologie de Kant. Il y a une loi universelle et cette loi s'exprime dans la conscience de la dignité de la personne et du respect auquel, en tant qu'être humain, il a droit. Donc, voilà, j'ai dépassé mon temps, non, je ne sais plus. Non, je vais m'arrêter bientôt, mais je voulais quand même dire qu'une des dignités aussi, pour nous, elle est fondamentale, c'est que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et que ça, c'est une dignité indépassable, quelle que soit notre tête, quel que soit notre handicap, quel que soit... Voilà, ce n'est pas nous qui nous donnons notre propre dignité. Si on se donne à soi-même sa propre dignité, c'est extrêmement dangereux. Comme l'autonomie de Kant, entre parenthèses, c'est se donner à soi-même sa propre loi, et donc la réfutation de l'hétéronomie. On voit qu'Habermas, il n'est pas tout à fait là-dessus, quand il parle justement qu'on fait partie, un petit peu comme le faisait Socrate, ou les Grecs, on fait partie d'un cosmos qui nous dépasse, et dans lequel on doit s'intégrer, même si on a une place particulière dans ce cosmos. Donc voilà, je pense que c'est important de se rappeler tout ça pour continuer la conversation et débattre, de replacer cette chose dans la dignité humaine qui nous donne notre dignité. J'ai rencontré une dame un jour à la sortie d'une messe, il y a 1 an à peu près. Je sortais de la messe et puis les gens viennent me saluer, on parle, etc. Et la dame, à peu près une 50aine d'années, me dit « Mais Monseigneur, comment on peut vivre quand on n'a jamais été aimé ?» Ah ben ça, il faut trouver la réponse. Alors elle me raconte que ses parents l'ont jamais aimée, n'ont jamais voulu d'elle, que toute sa vie, elle a passé sans avoir jamais été aimée. Alors je ne sais pas si c'est subjectif ou objectif, en tous les cas, c'est ce qu'elle ressent. Alors j'avoue que j'étais un peu sec, là. C'était un brûle-pourpoint, je n'avais pas prévu ce genre de truc. D'un seul coup, il m'est venu une illumination, je dis écoutez, si vous êtes en face de moi, si vous existez, c'est que quelqu'un a voulu votre existence. Peut-être pas vos parents, peut-être pas ceux que vous connaissez, mais forcément, quelqu'un a voulu votre existence. Dieu. Si vous existez, quelqu'un a voulu votre existence, sinon vous n'existeriez pas. Et donc quelqu'un vous a aimé puisque vous existez, pour que vous soyez. Et que vous soyez là, aujourd'hui, devant moi, à me poser cette question. J'avoue que je n'ai pas trouvé d'autre réponse, mais je pense que c'est quand même celle qui me fait vivre aujourd'hui et qui fait que je suis là à vous parler. Et je vous remercie. Merci, Monseigneur. Je voudrais... au cours d'un deuxième tour de table, vous demandez de bien vouloir réagir sur les propos des uns et des autres. J'ai le sentiment, en fait, qu'il y a dans vos propos respectifs une certaine distorsion constante entre un idéal que serait le droit naturel, en tout cas une dignité, et puis un droit positif qui, j'ai l'impression, l'emporte quand même de temps en temps. Et on a l'impression que ce qui devrait être une valeur sur laquelle nous serions tous d'accord, pour des raisons morales, religieuses ou autres, n'est pas forcément ce qui motive l'action ou le législateur ou l'acte auquel on adhère. Vous avez évoqué, monsieur le professeur, notamment tous ces renoncements par diverses exceptions, l'exception qui devient plus fort que la règle de droit ou que le principe, tous ces petites concessions que l'on fait, où on oublie peut-être cet idéal qui devrait être ce que l'on recherche par-dessus tout, et auquel finalement on renonce, parfois de manière tout à fait volontaire, même en passant les barrières du quai de la SNCF. Dans ce que vous avez évoqué, Madame de Henzel, vous avez vous-même évoqué cette distorsion entre cette dignité, ce sentiment de dignité entre ces malades en EHPAD qui n'ont pas forcément la même conception de ce qui est éventuellement leur intérêt ou ce qu'ils souhaitent entre les soins qu'on leur administre, en tout cas surtout les privations de liberté auxquelles ils sont soumis pour des raisons sanitaires, et puis ce qui devrait être, ce qui est pour eux le sentiment de dignité qu'ils recherchent. Là, entre le droit naturel, que ressent peut-être le malade, et le droit positif, ou ce qui est imposé par restriction sanitaire, il y a une distorsion. Et dans ce que vous décrivez de la situation actuelle, manifestement, les réglementations sanitaires ont primé sur peut-être ce que recherchait le malade. Et vous aussi, Monseigneur, il y a des choses que vous avez décrites où je n'ai pas l'impression que le droit naturel et le droit positif aient toujours coïncidé. Et pourtant, il y a un choix qui a été fait de temps en temps. Pourquoi est-ce que ce qui semble
unanimement au-dessus de toutes nos têtes, ou en tout cas ce qui semble être intangible par rapport au droit positif qui varie selon les États et les législations, n'est pas toujours ce qui est choisi. D'où ça vient tout ça? Je crois que c'est justement la question. Pourquoi y a-t-il dichotomie entre un droit reconnu par tous et un droit positif qui s'impose autrement en fonction de caractères particuliers, de désirs particuliers? C'est vraiment là la réflexion. Mais justement, la question que vous posez, moi, je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas moi qu'il faut la poser, c'est à ceux qui font les lois. Et voilà, c'est ça. Mais moi, je vous dis, est-ce que c'est vraiment un idéal? Est-ce que le « tu ne tueras pas » est un idéal? Bien sûr, il y a des meurtres, et alors? Et justement, ces meurtres sont punis, que je sache. Et donc, il y a bien une réponse quand même. Et à chaque fois, c'est la même chose. Vous savez, la vraie question, c'est pourquoi y a-t-il dichotomie entre une unanimité dans la réflexion raisonnable qui nous pousse à penser qu'il y a un droit naturel qui devrait s'imposer à tous, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme, et puis le droit positif qui le contrarie. Où se situe le problème? Est-ce que c'est dans le droit naturel, qui n'est pas un idéal, mais qui est ce que la raison permet de saisir, et le droit positif qui se fait en fonction, c'est vrai, des gouvernements, des choix gouvernementaux, qui peuvent être démocratiques, mais la démocratie, vous savez, sans valeur, c'est Jean-Paul II qui disait qu'une démocratie sans valeur, c'est dans Centesimus Annus, risque de conduire à une tyrannie. Et c'est pas assez possible. Donc voilà, la question se pose. En effet, elle est exactement celle-là qu'il faut poser. Mais ce n'est pas moi qui peux répondre. C'est ceux qui, justement, sont chargés des lois. Est-ce que la question, c'est pas justement qu'est-ce que l'homme? Justement. Parce que, effectivement, le droit naturel, où on est d'accord sur les droits de l'homme est présent. Dans le droit positif, où est l'homme? Enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Et j'ai beaucoup aimé que vous mettiez justement en rapport l'homme avec un être aimé. Vous l'avez dit, hein, un être aimé. Et là, j'avais envie de réagir sur deux exemples. Vous savez, pendant la guerre, il y a des enfants en Roumanie que l'on a isolés de leur mère, des orphelins, enfin, que l'on a mis dans des hôpitaux sans leur délivrer aucun soin. En tout cas, ils n'ont certainement reçu aucun amour. Hein. Et ces enfants n'ont pas survécu. Et quand les gens me disent, quand je rencontre aussi autour de moi beaucoup de gens qui me disent « je n'ai pas été aimé, je n'ai pas été désiré, je dis « écoutez, vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas été désiré ni aimé. Vous ne seriez pas là parce que vous seriez comme ces enfants, vous n'auriez pas survécu. Pour qu'un être humain soit là, nous tous qui sommes là, c'est parce que nous avons été, peut-être ne serait-ce qu'une seconde, nous avons été désirés et aimés. » Ça, c'est... Et puis, je voudrais réagir sur cette dignité qui pourrait être questionnée et parce que je vois bien aussi vers quoi on pourrait je dirais, qu'elle pourrait être une dérive terrible de se dire que des personnes âgées, n'ayant plus leurs facultés cognitives, ne servant plus à rien, au fond, on pourrait se demander, au fond, quelle est leur place dans ce monde, et la questionner, cette place, en se disant, au fond, quelle est leur dignité, est-ce qu'ils sont dignes encore, hein? Et j'ai vécu quelque chose il y a des années quand je faisais mon enquête pour mon livre « Le souci de l'autre ». J'avais été à Berck, au centre héliomarin de Berck. Et là, vous le savez, il y a beaucoup d'êtres dont on dit qu'ils n'ont quasiment plus de conscience. On les nourrit artificiellement. Ce sont des êtres qui sont possirelationnels. Cette expression est intéressante. Ça veut dire... parce qu'on parlait de la relation, ils ont une relation très pauvre avec, mais néanmoins une relation. Elle est très pauvre, ça peut être un mouvement du regard, une main qui se serre et qui... Ces êtres-là, qui sont dans des lits que je voyais, je disais à l'infirmière, mais
à votre avis, pourquoi est-ce qu'il reste en vie? Et elle m'a fait cette réponse extraordinaire. Elle me dit, vous savez, il reste en vie parce qu'il compte pour quelqu'un. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons là une femme, une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est dans cet état, je dirais, végétatif, chronique. Sa mère vient la voir 3 fois par semaine, depuis très longtemps. Et puis, sa mère est morte. Nous n'avons même pas eu à lui annoncer que sa mère était morte. Cette jeune femme est morte, je dirais, quelques jours après la mort de sa mère. La personne pour qui elle comptait, la seule personne qui venait la voir et pour qui elle comptait, n'étant plus là, elle est partie elle-même. Donc on voit, vous voyez, des choses assez fortes. Je pense aussi que des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, dont on dit que aussi on se demande quelle relation on peut avoir avec des personnes qui ne vous reconnaissent plus, qui ont perdu la mémoire, bien sûr, mais qui ne savent même plus votre nom, qui ne savent plus que vous êtes leur enfant. On peut se poser la question aussi de quel sens ça a et quelle dignité y a-t-il. Eh bien, moi j'ai des témoignages de personnes qui me disent que malgré ces facultés cognitives tout à fait détériorées, eh bien, il y a de la tendresse qui passe. C'est le mot qui revient le plus souvent. De la tendresse qui est donnée, et de la tendresse, et des enfants qui disent, ce père-là, qui a été si froid, si distant pendant, je dirais, son existence d'adulte normal, et qui maintenant est atteint de la maladie d'Alzheimer dans un état très avancé, qui ne me reconnaît plus, eh bien, quand je viens, eh bien, il me sourit, il me caresse la joue, il me donne quelque chose que je n'ai jamais reçu avant. Et ce qu'on reçoit là, dans cet amour, cette tendresse qui est reçue, a fait du sens pour la personne. Hein, et puis je pense aussi, je fais partie des psychanalystes qui pensent que ces personnes qui semblent être complètement dans la nuit, néanmoins ont un inconscient, et que les inconscients communiquent aussi. Il n'y a pas que le conscient qui communique, ça c'est la psychanalyste qui parle aussi. Et on fait des rêves quelquefois. On a l'impression qu'il y a une relation qui s'établit, qui n'est pas forcément dans la parole, mais où on rêve de la personne que l'on va voir, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui vous parle dans les rêves. Donc il y a, vous savez, c'est tellement mystérieux, hein, l'être humain. Donc voilà, je voulais réagir avec ces exemples. Je vous remercie. Monsieur le professeur. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je me sens en accord. Pour reprendre, je pense que ce que vous avez dit, madame, aussi est très, très profond et très émouvant. Pour reprendre la question que vous avez soulevée tout à l'heure de pourquoi je serais un peu embarrassé, mais j'aurais tendance, peut-être par un effet d'âge, à comparer les réactions et à faire des hypothèses. D'abord, je crois qu'on est au confluent de plusieurs choses. Quand je regarde la génération de mes étudiants, qui sont des gens qui ont autour de 20 ans, on a l'impression, quand on les questionne et qu'on discute avec eux, qu'ils ont toujours connu notre société heureusement démocratique et qui n'imaginent pas qu'il puisse en être autrement. Et cette idée de fragilité de la démocratie, que pour ma part j'ai tendance à croire très évidente, n'est pas leur idée. Et il n'y a pas cette idée de fragilité. Et donc on se rend compte que ça déjà, ça les mène non pas dans une indifférence, parce qu'ils ne sont pas indifférents, mais
dans une espèce de quiétude qui ne correspond pas à ce que je regarde en tant que juriste. La deuxième chose, c'est que pour ce qui concerne les gouvernants, et Monseigneur, vous avez très justement souligné cet aspect, c'est quand même eux qui font les textes, qui font nos règles. J'ai l'impression, mais là encore, on est vraiment dans l'ordre du subjectif, et je ne suis pas sûr de moi, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir une beaucoup moins grande sensibilité à ces aspects, justement, et de droits de l'homme, et d'importance de la démocratie, je dirais des principes démocratiques et même des principes juridiques de la démocratie, parce que ce sont des principes juridiques. Alors évidemment, le discours des droits de l'homme est toujours très présent dans les paroles, mais c'est quand même souvent de la communication. Et on voit bien qu'un certain nombre de choses qui, moi, m'avaient été enseignées à l'université comme étant des choses très dérogatoires, très exceptionnelles, qui étaient aux marges de la démocratie et qu'on rencontre dans la législation quotidienne depuis le milieu des années de la décennie précédente, sont des choses qui sont, au fond, admises, qui ne paraissent pas poser tellement de problèmes. Et je me demande s'il n'y a pas, chez ces générations de gouvernants, une beaucoup moins grande sensibilité de considérer que oui, bon, on est dans une société démocratique, donc il y a quand même des nécessités, il y a des contraintes, il faut bien ça. Et ça m'a beaucoup frappé. Et je me souviens en particulier, vous vous souvenez peut-être que le préfet de la région de Marseille avait, à l'occasion de je ne sais plus quelle rencontre sportive, interdit le port d'un maillot de je ne sais plus quelle équipe. Évidemment, ça a provoqué un tollé, il l'a reculé. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la réaction qu'il a eue après ça, parce qu'il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ça avait soulevé autant de difficultés. Et je vous avoue que j'ai espéré pour lui qu'il était insincère, parce que je me suis dit que s'il était sincère, c'est qu'il y avait vraiment un pan de choses absolument fondamentales dans les libertés les plus triviales qui lui avaient momentanément échappé. Donc il y a cet aspect-là. Et puis alors, sur le consentement que nous donnons à un certain nombre de choses que j'ai décrites, et en particulier dans tout ce qui touche au numérique, je crois qu'il y a aussi l'aspect de confort. C'est-à-dire qu'on nous propose, on nous dit un peu, mais écoutez, donnez-nous tout ça, mais on s'occupe de tout. Et on y cède tous à cet aspect de confort qui vous permet d'acheter quelque chose, de faire regarder ce que vous voulez à n'importe quelle heure. Et je pense que ça aussi, c'est un aspect qui me semble être dans les petites causes qu'on peut déceler. Monseigneur, vous voulez réagir sur ce... Mais écoutez, je voulais vous remercier pour vos contributions sur ce sujet. Évidemment, le débat n'est pas terminé. On a même un petit peu d'avance. Ce sentiment que vous avez décrit, monsieur le professeur, d'une espèce de forme de paresse, en tout cas une forme de confort, c'est effectivement probablement quelque chose qui doit interroger sur la raison pour laquelle il nous paraît peut-être... Là, je vais peut-être plus aller sur une question de... Là, c'est plus l'avocat qui parle sur les questions en fait, de sécurité, où on est effectivement passé à peut-être d'autres formes de valeurs qu'on considère comme supérieures. Je ne sais pas pour autant qu'elles soient vraies, mais on a le sentiment que si on s'occupe de vous, il y a des choses auxquelles on peut renoncer beaucoup plus rapidement parce qu'on assure un minimum un bien-être ou en apparence en échange de cette renonciation. Et je ne sais pas où la dignité se positionne dans tout ça, mais c'est vrai que le glissement que vous avez évoqué sur petit à petit se mettre une puce sous la peau ou accepter des législations de plus en plus contraignantes avec un renoncement qui n'est même pas source de problèmes, en tout cas de contestation, ça répond à un besoin
qui manifestement est peut-être parfois plus important que le sentiment de dignité ou de voir des droits naturels être toujours aussi forts qu'autrefois. Manifestement, ça pose moins de problèmes. Oui, j'aurais tendance à... J'adhère tout à fait à ce que vous dites. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi. J'ai pas de réponse, mais je pense qu'il y a plusieurs aspects qui sont juste des questions en réalité. La première, c'est que j'ai toujours été frappé, moi je suis comme tout le monde sensible à l'argument de la sécurité. Je pense que on a besoin de sécurité. Simplement, j'ai toujours été frappé, peut-être parce que je suis juriste et que j'ai l'habitude de questionner, mais l'argument de la sécurité, des nécessités en vue de la sécurité est toujours avancé, si vous voulez, comme un argument péremptoire. C'est-à-dire qu'on ne m'explique pas en quoi telle et telle mesure assure ma sécurité. Si vous voulez, c'est la sécurité, c'est un espèce de mantra comme ça. Et moi, je veux bien. Par exemple, je prends un exemple. J'ai eu, il y a quelques années, une discussion avec un de mes confrères qui était le secrétaire général de l'association des villes sous vidéosurveillance. Et il me faisait part des questions d'un certain nombre d'élus locaux. Or, si on regarde, aujourd'hui, les caméras de vidéosurveillance se sont répandues. Elles ne se sont pas répandues autant qu'en Grande-Bretagne, vous en avez une pour 4 habitants. La seule étude que je connais, c'est une étude britannique, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, on les a déployées pour des raisons de sécurité. Elles ont été déployées à grands frais et il n'y a aucune étude sur leur efficience. Il y a l'idée, c'est ce que j'appelle le faux bon sens. Il y a l'idée que, oui, elles sont là pour la sécurité. Oui, mais en quoi assurent-elles la sécurité? L'assurent-elles vraiment? Quels sont leurs avantages? Et toute cette espèce de discussion est difficile à mener parce que l'argument de la sécurité n'est jamais étayé. Il est avancé, comme je le disais, d'une manière assez péremptoire. Il y a ce premier aspect aussi. Et il se conjugue avec quelque chose. C'est une conjugaison qui est, selon moi, parfaitement contingente, mais peut-être on ne sera pas d'accord avec moi, avec le fait que j'ai l'impression, quand je regarde les plus jeunes, d'avoir affaire à une évolution vers un narcissisme de plus en plus grand. Et on a l'impression que c'est « je me montre, donc je suis ». Et donc, le fait, quand je parle à mes étudiants en droit du numérique, quand même de la difficulté que pose le fait que des quantités colossales d'indications très, 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 très précises soient prises sur les individus, mais ils me disent « mais j'ai rien à cacher ». Et cette remarque, elle me semble intéressante parce que, en fait, ça veut dire « je n'ai rien à cacher de mon propre point de vue ». Mais ça veut dire aussi que mon propre point de vue est censément l'étalon de ce qu'il y a à cacher et pas à cacher. Et on l'a vu, on ne va pas donner des exemples. Il y a eu de nombreux exemples aux États-Unis de gens qui, pour nous, Européens, auraient eu sur des photos, des images, comportements qu'on trouverait tout à fait banal et pas de quoi fouetter un chat, et qui ont heurté, qui ont été mis en cause, qui ont été critiqués. Ah, mais sur cette photo, vous avez l'air, vous êtes jovial, vous êtes heureuse avec un verre à la main, mais au fond, est-ce que vous n'étiez pas ivre? Et donc, c'est intéressant parce que cette espèce d'idée que oui, mais on s'expose, il n'y a pas l'idée qu'il peut y avoir un décalage avec la vision et ce qu'on pourrait en faire. Donc, au fond, le juriste a presque l'air d'avoir mauvais esprit quand il pose un certain nombre de questions. Mais les quelques exemples étrangers montrent que c'est peut-être pas si absurde que ça. Eh bien, je vais maintenant passer pour le mot de la fin la parole à mon confrère Thierry Massis. Et je vous remercie pour ma part de vos débats, de vos contributions. Merci, mon cher confrère représentant du bâtonnier, de me donner la parole. Monseigneur, Madame, professeur Danny Cohen.
Nous avons vécu pendant ces deux périodes, ces deux conférences, véritablement une espèce de caractère vivant d'un sujet qui paraissait au départ abstrait, doctrinal, et qui risquait, si vous voulez, de faire que les gens disent c'est bien, risquent de s'endormir un peu. Bien au contraire, la dialectique du droit positif et du droit naturel, avec tout ce que vous avez recouvré en tant que tel sur tous les droits, a été tout à fait passionnant. Le débat que je me pose à la fin, c'est deux choses. Premièrement, est-ce que le droit naturel prévaut au droit positif? Est-ce que la présence du droit naturel prévaut au droit positif? Il faut savoir que l'avant-projet du Code civil prévoyait la présence du droit naturel dans des termes, si vous voulez, extrêmement clairs, en disant qu'il existe un droit universel et immuable, source de toutes les législations positives. Il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne les lois et les hommes. Le droit naturel, depuis cette volonté qui a d'ailleurs été écartée dans le texte du Code définitif, mais qui donne bien, si vous voulez, la ligne directrice, le droit naturel insuffle notre système juridique. Alors, aujourd'hui, on a cité un certain nombre de cas, de choses, de positionnements. Je crois qu'il y a quelque chose sur lequel on aurait peut-être dû réfléchir, c'est ce détournement des droits de l'homme, ce détournement du droit à la fameuse montée des droits subjectifs que Danny Cohen connaît bien, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à la mort, le droit au sport, le droit à avoir une vie agréable, une voie à être tranquille. Est-ce que ce droit-là, devient où la volonté personnelle est souveraine, où il y a une sorte, si vous voulez, de souverainisme de l'individu, est-ce qu'il n'est pas une sorte de moyen de s'écarter du droit fondamental, du droit naturel, qui est d'abord l'expression du bien commun? Et je crois que la réflexion qu'il faut avoir, c'est une réflexion sur le fondement même des droits de l'homme. Permettez-moi ici de citer le cardinal Lustiger, qui disait comment fonder les droits de l'homme. Fonder les droits de l'homme, c'est les fonder sur la transcendance de la personne humaine qui se dépasse elle-même. Et on voit très bien que dans le travail que Jacques Maritain a fait, il dit la même chose. Il le dit bien évidemment comme chrétien, mais il dit que tous les droits fondamentaux qui représentent ou non une valeur économique pour la société, tous ces droits sont enracinés dans la vocation de la personne, agent spirituel et libre, à l'ordre des valeurs absolues et à une destinée supérieure au temps. Je crois que cette rédaction, cette formule est tout à fait topique d'un droit immuable, d'un droit fondamental lié à la protection de la personne, et c'est sous ces observations que je m'arrêterai en remerciant encore tous les intervenants, tous ceux qui ont donné, un moment de leur vie, pour faire que ces conférences soient réussies, et ce sont des moments, ces moments-là, nous les voyons, ce sont des moments d'approfondissement, c'est pas seulement de la technique juridique, c'est aussi entrer dans nous-mêmes, entrer en tant que la valeur de droit entre dans notre conscience. Voilà, et je voulais remercier bien évidemment et vous dire que nous sommes visualisés, si je puis dire. Ces conférences sont encore diffusées sur le site des Bernardins et sur YouTube et sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Voilà, je vous remercie encore. Merci encore, Monseigneur, de votre présence. Merci, Madame, merci, Dany, et merci, Edmond, du travail que tu as fait. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis, j'espère, à l'année prochaine, sous d'autres auspices, ou peut-être il y aura peut-être du présentiel à ce moment-là, on ne sait pas voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et vous remercie encore.